Rappelle le mouvement associatif est une tête de réseau associatif sur la région des Hauts-de-France, avec la vocation d'être le porte-voix des associations, notamment en défendant les acteurs et actrices de la vie associative à travers la représentation de réseaux sectoriels et thématiques. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle dans lequel nous abordons différentes thématiques en lien avec le bénévolat et l'inclusion. Donc, on a déjà abordé la thématique de la jeunesse et aujourd'hui, on va parler du handicap. Et puis, dans les prochains webinaires qu'on fera, on évoquera la question de l'égalité femmes-hommes ou égalité de genre, toujours en lien avec le bénévolat et avec l'inclusion. On a souhaité faire ces webinaires-là parce que malgré la bienveillance et l'engagement des assos, c'est parfois difficile de penser une inclusion au sens large dans nos structures, puisque en tant qu'asso, on est aussi, enfin, on n'est pas déconnecté des réalités de société. Il y a des dynamiques de pouvoir et de domination qu'on retrouve dans nos vies quotidiennes qui peuvent se refléter dans le fonctionnement interne des associations. Et c'est justement parce que, en tant qu'association, on aimerait progresser dans nos pratiques, mais qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre, qu'on a mis en place ces webinaires avec voilà, la volonté d'accompagner les associations sur ce chantier, en montrant qu'il existe des outils, des dispositifs et des formations pour accompagner ces changements. Donc aujourd'hui, pour poser un peu les bases de notre discussion et montrer que tout le monde peut agir, on a le plaisir d'accueillir Emma de Benenova et Marjolaine et David de Signes de Sens, qui vont notamment nous parler de leur structure et des programmes spécifiques qui sont réalisés en faveur des personnes en situation de handicap. Donc je vais commencer par laisser la parole à Emma, si tu le veux bien, et n'hésite pas à me dire si, enfin, à quel moment tu veux que je passe les slides. Ah, bah, top. J'allais te demander justement si c'était possible de mettre en plein écran. Et là, c'est Ah, bon? ouais, c'est nickel. Top. Ouais, je te dirais. Donc, bah, déjà, je pense que tu peux passer à la slide suivante. Euh, donc, moi, c'est Emma Dumont. Je suis chargée de mission inclusion et entreprise pour l'association Benenova Lille. L'association Benenova Lille, c'est une association euh, spécialiste du bénévolat. On essaye de lever les freins à l'engagement pour permettre à tous sur le territoire de s'engager dans des missions de bénévolat courtes, ponctuelles, sans compétences et collectives et inclusives. Et c'est le point qu'on va aborder ensuite. Et donc, nous, on fait le lien avec des associations qui ont des besoins en bénévoles, qui sont des associations autour de causes principalement environnementales et sociales, et qui viennent vers nous avec des besoins mensuels, nous disant on a besoin pour une mission de 2-3 heures de 6 bénévoles. Et nous, on fait le lien sur un calendrier en ligne pour permettre à chacun et chacune de s'inscrire. Donc, on mobilise des bénévoles, on accompagne l'association pour pointer du doigt les besoins et ensuite on fait le lien entre les bénévoles et les associations lors des missions. Tu peux passer à la slide suivante. Je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet rapidement. Ah, bah, ouais, c'est interactif. J'avais oublié que c'était interactif. Mais voilà, donc je disais en fait, le but est de rendre le bénévolat accessible à tous. Et pour ça, on fait en sorte que les missions, contrairement aux missions de bénévolat qu'on connaît, qui sont souvent sur le long terme, avec des besoins annuels, hebdomadaires, nous, les missions, elles sont de 1 à 4 heures, donc elles sont courtes, elles sont ponctuelles. Euh, donc, on peut faire une mission de bénévolat une fois dans la semaine et ne plus en refaire pendant 6 mois, comme on peut faire 10 missions de bénévolat dans la semaine ou dans le mois. C'est libre. C'est libre. Et comme ça, n'importe qui, en fonction de son emploi du temps, de ses appétences, de son parcours de vie, et ça, c'est ce dont on va discuter après, peut faire du bénévolat quand elle en a la possibilité. Donc, tu peux encore switcher sur le...
En notant tout ça, donc ça c'est notre programme général Bénénova, on s'est dit, voilà, on a envie d'aller voir plus loin et de rendre le bénévolat accessible à tous dans les faits. Et donc, on a 3 programmes, programme précarité, programme handicap, programme entreprise. Et là, on va parler du programme handicap qui a été ouvert depuis 2017 et qui est un programme d'accompagnement spécifique pour des personnes en situation de handicap, principalement psychique et mental. Je dis principalement puisqu'en fait, dans les faits, les missions de bénévolat que l'on va mettre en place doivent être accessibles et elles ne le sont pas toutes aux personnes en situation de handicap moteur, puisque on sait que l'exigence est tout autre en termes d'accessibilité, de, par exemple, toilettes PMR, etc. Là où on va avoir plus de facilité pour mettre en place des missions accessibles au handicap psychique et mental. Et donc, ce programme, il consiste en la mise en relation des bénévoles avec les associations partenaires. On a ce programme qui est géré là pour l'antenne Bénénova Lille par moi. Je vais être en relation avec les structures spécialisées, que peuvent être des centres médico-psychologiques, des services d'accueil de jour, qui connaissent notre programme inclusif et qui vont nous adresser des personnes qui correspondent à cette envie de faire du bénévolat dans le cadre d'une réinsertion sociale. C'est au démarrage, on est dans un maillon de la chaîne de la réinsertion professionnelle, mais on est un peu en amont, c'est-à-dire on est face à des personnes qui ont envie de donner de leur temps, qui ont peut-être une appréhension au démarrage, et nous, on va essayer de tout mettre en place pour pouvoir leur donner l'opportunité d'être bénévoles. C'est un accompagnement spécifique. Lorsque la structure va nous adresser, voilà, je vais dire, Michel a envie de faire du bénévolat, il a quelques questions concernant l'environnement, la mission, il a des envies particulières, il adore l'écologie, il adore la cuisine, et cetera. Est-ce que, on peut mettre en place une mission de bénévolat avec lui? Et nous, on prend note des besoins, des envies et on crée un parcours, on l'inscrit à une première mission de bénévolat. À partir de ce moment-là, on prévient l'association partenaire qui va recevoir le ou les bénévoles, et s'il y a un besoin spécifique à mettre en place, on le met en place. Les associations partenaires avec lesquelles on travaille sont au courant qu'on a des programmes inclusifs, donc sont dans la même démarche, d'inclusion lors de leur mission. Donc l'idée, c'est de tout mettre en place pour que ce ne soit pas aux bénévoles de s'adapter, mais que ça soit bien à nous de le faire. Donc on met en place cette mission et le bénévole, s'il a besoin, par exemple, alors il y a plein de possibilités, par exemple de faire une mission de 2 heures au lieu de la faire 3 heures pour des raisons de fatigabilité, à ce moment-là, on le met en place et j'accompagne sur le terrain, moi ou des membres de notre équipe lilloise. On est présent en tant que bénévole le jour J sur place, non pas pour faire à la place, mais pour être bénévole avec eux, pour mettre toutes les, toutes les, toutes les chances de notre côté pour que ça se passe le mieux possible pour le bénévole, pour l'association qui accueille et pour nous. Et donc, c'est vraiment un échange tripartite, hein. L'idée, c'est que euh, chacun suive le parcours et ça peut être, et ça c'est important, soit des missions individuelles, soit des missions collectives. C'est-à-dire que le bénévole, quand il a voilà, une envie, qu'il est déjà dans un parcours de réinsertion sociale ou vers une réinsertion professionnelle et qu'il est assez autonome et indépendant pour être bénévole, et ben, on lance et on fait cette fameuse aide au démarrage pour qu'ensuite il soit indépendant et qu'on le guide vers une certaine autonomie. Hein. Le but, c'est d'être là pour répondre aux questions au démarrage, mais qu'ensuite, voilà, les bénévoles soient totalement indépendants, hein, qu'ils puissent s'inscrire sur le site internet, et cetera. On est là pour répondre à ces questions, mais on n'est pas là sur toutes les missions. Ou sinon, ce sont des missions collectives lorsque ce sont
des bénéficiaires d'une même structure qui vont faire une mission tous ensemble. Alors, il y a un peu moins d'inclusion au démarrage, mais pour autant, ça permet quand même à des personnes d'être bénévoles, mais dans un cadre plus rassurant pour eux, en étant accompagnés, par exemple, d'un éducateur spécialisé. Euh, donc, on met tout ça en place, ce qui rend du coup des missions les plus inclusives possibles, avec des bénévoles qui sont totalement indépendants, qui vont s'inscrire sur un calendrier en ligne, et des bénévoles qui sont, par exemple, d'un programme qu'on a en parallèle, d'un programme précarité, et des bénévoles en situation de handicap, ce qui crée une mission inclusive où on va renverser cette notion d'aider et d'aidant, et on va créer un cercle vertueux où le bénévole va se sentir utile, et c'est là aussi on fait la différence. On est sur du bénévolat, on n'est pas dans une recherche de productivité à l'extrême, on n'est pas sur du travail à la chaîne, mais on est bien sur un sentiment d'utilité, et c'est ce qu'on va rechercher réellement, c'est le sentiment d'utilité et le lien social sur toutes nos missions de bénévolat. Et la plupart du temps, on est content, effectivement, c'est ce qui se passe. On a des retours très positifs de ces bénévoles qui nous disent, et ça peut arriver, là très récemment c'est arrivé, et ben finalement grâce au bénévolat, j'ai réussi moi à me sentir légitime à faire une recherche de travail, me sentir légitime à faire d'autres missions de bénévolat. Des bénévoles vont rester finalement que dans une même association, vont plus passer par nous et vont vraiment se sentir euh, légitime et utile lors de plein de missions de bénévolat différentes. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'être là au démarrage et ensuite, ensuite laisser faire les choses. Euh, et on a plein de super belles histoires de personnes qui avaient besoin juste qu'on leur tende la main au démarrage. Et, euh, et je vois que tu as mis la slide sur le côté bénévole. Alors ça, c'est sur les programmes généraux, mais effectivement, Heu, on accueille des bénévoles qui ne pensaient pas passer le pas et qui s'en ont donné la possibilité justement par cette possibilité d'avoir du court, du ponctuel, du concret, du collectif, hem, ce qui crée de l'engagement, en réalité sur le long terme, même si on a l'impression que alors des exemples de missions, oui, tout à fait, c'est vrai, c'est une bonne question. Donc ce sont des causes environnementales et sociales. On travaille avec une petite cinquantaine d'associations sur l'année, et on peut avoir, par exemple, des missions, là ce matin, j'ai fait une mission de tri, et de valorisation d'articles, avec le Secours populaire à l'homme. On avait sur cette mission des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Donc là, j'ai l'exemple tout concret de ce matin. On avait une personne en situation de handicap qui nous avait été adressée de l'association Ensemble Autrement, d'un tiers-lieu qui s'appelle Les Partageurs. Et donc la mission s'est super bien déroulée. La mission dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et ce bénévole est parti au bout d'une heure et demie parce que c'était le deal de départ, c'était de pouvoir lui donner la possibilité sans que ça prenne trop sur ses batteries. Et donc, on a trouvé ce juste milieu. Et en parallèle, il y avait des bénévoles en situation de précarité et des bénévoles calendriers. Donc, on était une équipe de 6 bénévoles. Et, cette mission est accessible à tous, puisqu'on on est sur du concret, du tri de vêtements. On va avoir l'équivalent, par exemple, avec l'association Resport à Fâche-Tuminil, où c'est du tri de vêtements. Donc, voilà, on a des cartons et des vêtements de sport à trier. On peut avoir à l'extérieur, en partenariat avec la ferme urbaine Lilotopia, par exemple, des semis, donner à manger aux animaux, faire des palettes à l'extérieur dans une ferme. Ça, c'est davantage pour cause environnementale. Et en fonction des besoins de saison, ils ont besoin d'aide dans des missions de 3 à 4 heures. On va avoir des missions avec Emmaüs Connect. Ils ont besoin de bénévoles pour guider des personnes qui sont peut-être en fracture numérique, ils ont besoin d'aide pour se repérer sur un ordinateur, pour gérer leurs mails, etc. On va avoir des maraudes. On a des maraudes sociales avec l'association La Cloche, l'association Entourage aussi. Donc, c'est aller voir des personnes à la rue, discuter avec eux. On a des distributions de petits déjeuners, pareil avec ces associations qui luttent contre la grande précarité.
On a des missions cuisine. Il faut cuisiner avec et pour des personnes en situation de grande précarité. Voilà, on en a plein des variés. On sait à l'avance quelles vont être les missions les plus indiquées, hein, puisque l'idée, c'est que ça se passe le mieux pour le bénévole. Il peut y avoir, par exemple, un bénévole qui a du mal avec le bruit, un bénévole qui a du mal avec le monde, un bénévole qui préfère être à l'extérieur, etc. Et auquel cas, on va le guider vers les missions qui correspondent le mieux à ses envies et ses besoins. Donc, je vois par exemple, j'ai un bénévole qui a pas envie d'être enfermé, il va faire, des clean walk avec nous. Auquel cas on se balade dans la rue et cetera et donc là, forcément, il est beaucoup plus à l'aise et au fur et à mesure, il va se sentir beaucoup mieux à peut-être essayer d'autres missions. Voilà, l'idée c'est de démarrer avec des missions les plus rassurantes possibles. Hem, voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, voilà. L'idée globale, c'est ça, c'est que, les missions soient accessibles et qu'on réponde, aux besoins des bénévoles et que ce soit bien, les associations et nous qui nous adaptons et non pas l'inverse. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Peut-être laisser la place aux questions qu'il y a dans le est-ce qu'il est possible Je suis désolée, Emma, il y a des slides qui ont été, enfin, qui se sont cachés et donc j'étais pas dans l'ordre, on n'était pas dans l'ordre que tu m'avais Non, non, envoyé. il y a pas de souci. C'est possible que ça soit moi sur une précédente réunion. T'inquiète, il y a pas de problème. Je pense que j'ai réussi quand même à faire le topo de tout. Je voulais aller sur le programme handicap et comme ça, on en a eu l'opportunité. Alors, j'ai vu une question dans le chat. Est-ce qu'il est possible de venir, est-ce qu'il est possible de venir vous voir avec l'envie d'accueillir des personnes en situation de handicap et de construire ensemble la mission bénévole avec vos conseils pour la rendre la plus accessible possible? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est aussi dans la création de missions. On est en des structures viennent avec une demande particulière et on va voir, nous, alors si ça peut correspondre à des besoins associatifs existants ou sinon, nous, on peut auto-porter des missions de bénévolat comme la Clean Wall, par exemple. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de mettre en place, les missions de bénévolat, lorsqu'il y a une demande. Par exemple, là, tout récemment, la mission locale a voulu, mobiliser des jeunes, lors d'une clean walk et c'est nous qui l'avons mis en place. Donc on peut construire ensemble la mission de bénévolat si elle n'existe pas, ailleurs, puisque le but quand même, c'est de répondre à un besoin associatif et il y a dans les faits des associations sur le territoire qui ont besoin de bénévoles. Donc l'idée, nous, au démarrage, c'est de faire le lien entre les besoins et les envies, des bénévoles. Mais oui, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut mettre en place, notamment lors des missions collectives. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Claire, mais voilà. Donc nous, sur l'antenne, là, j'ai mis les contacts. Donc sur l'antenne Bénénova-Lille, puisque ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être intéressant si ce webinaire, a un succès au national. C'est qu'on a des antennes sur Paris, Rennes, Nantes et Marseille. À part à Marseille, donc il y a l'équivalent de ces programmes et de cet accompagnement. Et donc nous, sur l'île, il y a donc notre coordinatrice d'antenne qui est Anaïs Doux, qui est responsable. Donc, il y a ses contacts qui s'affichent et moi qui suis en charge de ce lien à faire avec les structures spécialisées et qui suis sur l'accompagnement des bénévoles avec l'aide de nos 2 services civiques. Donc on est une petite équipe de 4 personnes et nous sommes basés à République, à côté de République. Et les missions de bénévolat, sont sur, la Melle, principalement Lille et les quartiers lillois, mais on peut aller jusque Roubaix ou Lomme, par exemple. L'idée, là, pareil en termes d'accessibilité, c'est que ça soit accessible en transport, par exemple. Là, j'avais un bénévole ce matin qui a eu des difficultés à venir, si on lui expliquait pas le trajet en métro, la direction, le temps à mettre de la station au lieu et ça, voilà, c'est des aides qu'on peut mettre en place et une fois qu'elles sont mises en place, bah, le trajet est su et une fois qu'il il sait faire le trajet, je suis même plus obligée de me déplacer ou de préciser.
Donc, c'est vraiment juste des informations, des fois, qu'on donne au démarrage et ensuite, ça roule tout seul, ça roule tout seul pour les bénévoles, quoi. Et il y a une compréhension de la part de l'association qui nous reçoit, qui sait, que quand elle passe par nous, c'est du bénévolat, inclusif, qui sait que notre volonté, nous, lors des missions de bénévolat, c'est du lien social et donc on n'est pas face à des associations qui vont faire appel à nous, pour pallier un manque de salariés ou quand qui sont dans une démarche de productivité, hein, l'objectif, de lien social sinon, on n'y est pas, quoi. Et j'en profite puisqu'on en parlait avec Louise, à la préparation de ce webinaire. Voilà, quand on fait ces missions de bénévolat inclusive, de bénévolat inclusif, on a envie aussi de voir plus loin et de se dire que c'est une excuse pour sensibiliser les associations qui nous reçoivent. L'idée, c'est de voir plus loin et d'essayer de faire en sorte que ce soit une opportunité, de former, de sensibiliser les référents associatifs qui nous reçoivent et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec ce genre de public. Et on est en train de se faire la réflexion de hem, comment sensibiliser au démarrage, voilà, pour que les bénévoles soient bien reçus, donc ça, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place pour faire le lien aussi entre les structures spécialisées avec lesquelles on travaille et les associations qui reçoivent leur public, puisqu'elles ne sont pas forcément en lien. Donc voilà, ça c'est une question importante. Quels outils on peut mettre en place? Quels outils, on peut leur donner? Ça peut être de la facilitation, graphique, ça peut être, des vidéos. On essaye de trouver des spécialistes de la sensibilisation et puis, de faire réunir nos partenaires pour toujours bien remettre, hem, le discours de l'accueil, du bon accueil, face à des personnes référentes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap psychique et mental et qui n'ont pas forcément, eu l'occasion de se sensibiliser à cette question, mais qui en ont l'envie. Et donc c'est à nous aussi, de mettre en place tout ça en tant que spécialiste du bénévolat inclusif. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous avez des questions en plus? Parce que j'ai des fois, peut-être que je parle vite, je sais pas, je m'en rends pas compte. Et quand je suis dans ma lancée et que j'oublie des détails importants, donc faut pas hésiter à me poser la question. Je crois Heu, que c'était assez clair. On Si vous avez des questions, là, tout de suite, on peut les prendre et puis sinon, vous pouvez les garder en tête et puis on refera un petit tour de questions-réponses, à la fin. On va laisser, merci beaucoup Emma. On va, laisser la parole à alors je pense que c'est Marjolaine qui commence, Oui, c'est ça. voilà, Marjolaine de Signes de Sens et avec David qui enchaînera. N'hésite pas à me Ouais, dire pour passer les slides, ouais, ça marche. Merci. Tu peux y aller effectivement, tu peux passer la première slide. Moi je suis Marjolaine, directrice adjointe de Signes de Sens et donc on est une asso, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. On est basé à Lille, on est à peu près 25 personnes. Et donc c'est une asso qui s'est créée à la base sur, le constat du manque d'accessibilité du secteur culturel et notamment du spectacle vivant, aux personnes sourdes. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des projets, on a, élargi, notre champ d'action à la fois à d'autres secteurs et à la fois à d'autres types de handicap, partant du constat que la pédagogie, utilisée pour les personnes sourdes fonctionnait bien aussi, avec d'autres types de handicap, mais aussi, pour des publics, qui n'étaient pas forcément concernés par le handicap. Tu peux passer à la suivante. Hem et donc la vision qui nous guide, aujourd'hui, ouais, je pense qu'il faut cliquer, ouais, voilà, super. C'est que le handicap, c'est un levier d'innovation et de transformation pour toute la société. C'est vrai que souvent, on pense handicap, on pense contrainte, besoin de compensation, etc. Pour nous, il y a vraiment cette idée d'innovation, de source d'innovation et source de richesse, comme toute forme de diversité. On a plein d'exemples hein, dans notre quotidien, finalement, de produits, d'outils et de services qui ont été créés à partir de besoins spécifiques. On a tous un vibreur, des SMS sur notre téléphone. Bah, ça, c'est des outils qui ont été créés pour les personnes sourdes au départ et qui nous rendent bien service au quotidien.
Voilà, donc ça, c'est la vision qui nous guide et notre mission, c'est de rendre la société plus inclusive. Donc, on travaille, tu peux passer à la slide suivante, on travaille plus spécifiquement sur les thématiques donc de l'accès aux apprentissages et à l'éducation et à l'éducation à la santé pour les tout petits, l'accès à la formation et à l'emploi, la lecture et la culture inclusive, et puis aussi sur les questions de service public. Donc, l'idée à chaque fois, c'est de travailler avec les acteurs à la fois du médico-social et à la fois du droit commun, donc de ces différents secteurs, pour les mettre en lien, pour les faire monter en compétences et pour imaginer des solutions qui vont répondre à leurs besoins et répondre aux besoins d'inclusion. Donc, par exemple, voilà, on travaille avec des musées, avec des bibliothèques, avec des entreprises, des organismes de formation. Là, en ce moment, sur la question du service public inclusif, on a un projet en cours avec, sur les espaces France Service, donc pour les rendre plus accessibles et plus inclusifs. Voilà, et donc tu peux passer à la suite. Et donc, notre métier à la base, c'est de concevoir des outils, des solutions qui vont faciliter l'accès aux apprentissages, l'accès à l'information. Donc, quelques-uns des outils qu'on a créés, notamment EDIX, donc il y a un dictionnaire français langue des signes, dictionnaire en ligne, euh, français langue des signes, donc qui permet d'accéder aux définitions et aux signes de pas mal de termes. On essaye de continuer à l'enrichir continuellement et notamment avec un gros travail sur l'école en ce moment et sur l'accès à différents métiers qui sont en tension et qui sont accessibles à des personnes sourdes, même si on n'imagine pas toujours. Un autre outil, c'est Ben le Koala, donc c'est à la fois une application, des vidéos sur Internet et puis tout un dispositif, un ensemble de supports pédagogiques pour les tout petits. C'est un outil qui a été créé à la base en partenariat avec le Centre Ressources Autisme des Hauts-de-France, le CRA, après avoir passé pas mal de temps sur le terrain à comprendre les troubles du spectre autistique, les besoins des familles, les besoins des enfants, les besoins des professionnels, etc. Et donc, on a créé une première vidéo, une première application de Ben le Koala qui, par mimétisme, apprend aux enfants à se brosser les dents. Et l'application a été téléchargée en fait des milliers de fois par plein de familles qui ne sont pas du tout concernées par le handicap, parce que le brossage de dents chez les tout petits, c'est un sujet qui ne concerne pas que les personnes touchées par le handicap. Et donc, c'est vraiment ce principe de conception universelle ou conception universalisante qu'on utilise pour Ben et pour la plupart de nos projets, pour se dire qu'on part d'un besoin spécifique pour finalement faciliter la vie de tout le monde. Un autre exemple, l'édition jeunesse accessible. Là, c'est un travail qu'on mène avec principalement les médiathèques, mais aussi les librairies et le secteur médico-social, les éditeurs, et puis bientôt avec l'éducation nationale aussi et le secteur périscolaire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des espaces dédiés avec des livres accessibles aux différents types de handicap, parce que ces livres existent. Il y a des éditeurs qui éditent des collections spécifiques, mais ils sont très peu connus, à la fois des professionnels, des familles, etc. Et donc l'idée, c'est que l'offre rencontre son public. Et donc on accompagne à la fois pour faire en sorte que ces livres soient disponibles, mais aussi pour que ces espaces ne soient pas stigmatisants et qu'ils soient animés et vivants au sein de l'établissement, donc que ce soit médiathèque ou autre. Et puis des outils aussi pédagogiques qu'on a créés. Donc à la base, c'était Muséo, qui était un parcours un peu une chasse au trésor numérique en musée. Donc on peut le trouver au Forum antique de Bavet, au Palais des Beaux-Arts de Lille, au Quai Branly à Paris. Et puis on est parti de ce concept-là pour évoluer vers un dispositif qui n'est pas lié forcément à un lieu. Et donc, on a créé Maîtrise ton web, c'est un parcours sur l'éducation aux médias et à l'information pour les 8-13 ans, donc cycle 3, et qui peut être utilisé à la fois par des professionnels ou même en famille, et donc qui est accessible pour les publics en situation de handicap, mais aussi les personnes, les élèves sans handicap. Et l'idée, c'est bien d'aller vers cette notion d'inclusion. Voilà, et donc, ouais, tu peux passer à la slide suivante. Et donc, juste un petit focus sur la méthode qu'on utilise dans le cadre de tous nos projets et programmes, la méthode design.
donc qui commence par une phase d'exploration où on va s'immerger sur le terrain pour bien comprendre la problématique, puis imaginer et co-construire des solutions qui répondent à une des problématiques qu'on a choisi de traiter, puis une phase de prototypage pour vraiment rendre concrètes les idées qu'on a pu imaginer, et ensuite une phase de déploiement. Et donc historiquement, chez Signe de Sens, on a toujours évidemment travaillé de près avec les personnes en situation de handicap, les familles aussi, les aidants, les professionnels, notamment dans la phase d'exploration et de prototypage et de test, puisque enfin, dans la phase 3, il y a toujours une phase de test des solutions. Et donc avec cette notion d'itération, on va tester jusqu'à aboutir à une solution qui fonctionne. Et la partie finalement imagination et construction, conception d'une idée, elle était plutôt du côté des professionnels de Signe de Sens et pas forcément, les personnes en situation de handicap n'étaient pas forcément intégrées dans cette phase-là. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers du co-design inclusif, donc où les personnes en situation de handicap sont aussi intégrées dans cette phase de conception. Et plus généralement aussi, finalement, dans le portage des projets et des actions qu'on mène, voire dans la transmission aussi de compétences aux personnes qu'on accompagne. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter l'exemple du récit, donc le réseau culture inclusive du territoire, qui est un bon exemple justement en termes de participation des personnes en situation de handicap. Et du coup, si tu veux, ouais, couper la présentation et on peut laisser David nous expliquer ce qu'est le récit. Oui, alors le récit, il s'est constitué il y a à peu près 4 ans, sous la direction de Maël Bobé. Alors, il réunit en fait des différents partenaires qui sont aussi bien des lieux culturels connus comme le Prato, la Rose des Vents, la Comédie de Béthune, autour d'un projet pour rendre la culture plus accessible, autant en termes de public que des artistes et des professionnels qui vont être amenés à travailler dans cet environnement. Alors, le projet, il s'est développé en différentes phases. D'abord, une phase, effectivement, enfin, qui correspond à ce qui a été décrit juste avant, d'exploration, de rencontres, d'études de ce qui avait déjà été fait, mais également donc l'implication de personnes en situation de handicap qu'on appelle, enfin, nommées experts usagers, à savoir qui viennent apporter leurs connaissances, leur expérience pour développer des solutions plus adaptées. Le co-design, il s'est également développé avec chaque structure pour leur donner à chacune une certaine autonomie dans le développement de leur propre projet et en les invitant à chaque fois à s'adapter aux contraintes du territoire local, à savoir à prendre en compte quelle population ils avaient sur leur territoire plutôt qu'imaginer des solutions qui ne soient pas adaptées. Un exemple simple, pour les personnes malvoyantes, les ouvrages en braille, c'est très bien, à part qu'il y a à peine quelques pourcents de la population malvoyante qui utilise le braille. La LSF, elle est pratiquée par, je crois, 5 ou 10%, même pas, peut-être même 1% de la population malentendante. Donc, faire des spectacles signés, oui, c'est très joli, mais ça va risque de ne pas attirer beaucoup de monde si la population malentendante locale, j'entends bien toujours locale, ne la pratique pas. Euh, Partant de là, voilà, je crois que j'ai à peu près. Oui, alors il y a aussi cette dimension. On a également très vite pris en considération enfin, aussi d'élargir, on va dire, notre exploration, aussi bien au territoire des Hauts-de-France qu'au niveau national, mais également au niveau international, au niveau européen, en créant des liens avec les structures existantes en Belgique, en Suisse, ce qui a permis de créer des passerelles. Récemment, c'est donc le CREAM de Bruxelles qui a animé un atelier au Prato sur les pratiques circassiennes. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près fait résumer ce qu'il fallait. Enfin voilà, donc si vous avez vos questions, je suis prêt à y répondre. Ça m'aidera peut-être mieux pour développer ce que vous pourriez avoir envie de connaître.
Ouais, notamment aussi dans le récit, il y a une dimension de formation. Donc, il y a eu aussi des formations qui ont été dispensées à la fois par Maëlle, donc, qui est responsable du programme Culture Inclusive chez Signe de Sens, en partenariat du coup avec David, Yann et Nicolas, Oui. effectivement en tant qu'expert usager, comme tu le disais, David. Alors ça, c'est aussi parti d'un constat simple que sur beaucoup de ces thématiques, l'un des principaux freins, mais bon, ça vaut aussi bien sur l'accessibilité que sur l'emploi et l'accompagnement à l'emploi, c'est l'ignorance des gens sur la réalité des incapacités. Et donc, il s'agit de formation pour les aider à comprendre qu'est-ce que c'est nos quotidiens, quelles sont les contraintes qu'on doit affronter lorsque on aborde, enfin aussi bien aller à un musée que aller chercher son pain. Je dirais qu'il n'y a pas il y a pas de grande différence dans l'absolu. Et donc, en donnant voilà, des éléments de réflexion et surtout des clés pour te permettre de communiquer, en tout cas d'être, ouais, voilà, de communiquer déjà au départ de manière plus efficace avec les différents publics. Comment aborder une personne malvoyante sans rentrer dans sa sphère, sans l'importuner, de même qu'avec une personne ayant une incapacité mentale ou psychique ou une personne malentendante, etc., etc. J'espère qu'à l'avenir, on pourra également avoir parmi nos experts des personnes en situation de mobilité réduite, parce qu'il y a également dans leur cas des inadaptations qu'on ignore parfois. Je crois que c'est le plus grand obstacle qu'on peut avoir, c'est penser savoir. Et on fait par exemple une distinction entre ce qu'on appelle les normes d'usage et le confort d'usage, à savoir ce qui est de requis par les textes de loi, par les normes européennes en termes d'adaptation d'un bâtiment, par exemple, ne sont parfois pas suffisantes pour que les usagers ils soient à l'aise et puissent simplement les utiliser. Avoir une rampe de 5 ou 10 degrés, bon, c'est très bien, à part que si elle fait 5 ou 10 mètres, bon, en fauteuil manuel, ça reste un obstacle. Une porte au niveau du sol, oui, très bien. À part que s'il y a un petit dénivelé ou une petite barre qui fait même 5 millimètres, ça va constituer un obstacle, etc., etc., etc. Une question, oui, Claire, tu demandes s'il y a eu des Ah, réflexions sur le prix. Tu veux dire au niveau par exemple, une structure culturelle, un musée qui adapterait ses prix du fait qu'une personne en situation de handicap soit accompagnée par un aidant? Euh, oui, je comprends pas très bien la question. Euh, mais du coup, c'était pour dire que oui, parfois, pour les personnes en situation de handicap, il y a un besoin d'être accompagné. Et donc, du coup, ma question, c'était est-ce que, au-delà de comment on inclut dans l'expérience culturelle, est-ce que les échanges que vous avez pu avoir avec les personnes qui produisaient les spectacles ont eu une réflexion qui allait jusqu'au prix pour qu'il n'y ait pas, par exemple, si on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider le jour J, il y aura potentiellement besoin du coup de prendre 2 billets, donc ça crée un coût supplémentaire. Est-ce que vous avez Alors, parlé de ces sujets-là? le sujet a été abordé, a été mentionné auprès des différents partenaires, en rappelant que l'un des principaux obstacles à l'accessibilité, c'était souvent à la fois le transport et les tarifs pratiqués. Alors, il y a deux éléments. Alors, il y a d'une part ce que vous venez de mentionner, que toutes les salles ne pratiquent pas la gratuité ou les prix réduits pour la personne accompagnant. Également, on pourrait ajouter que bon, s'il y a des baisses de tarifs pour les personnes en situation de handicap, elles sont considérées d'un point de vue légal comme une compensation au manque d'accessibilité d'un bâtiment. Bah, le bâtiment n'est pas adapté, vous allez voir un spectacle dans des conditions de merde, bah, on vous fait la place moins chère. Ouais, c'est super. Euh, Autre obstacle, les transports. On va prendre un exemple simple. Donc, Ilévia a toujours le service Transpol. On pourrait dire, ouais, bah super, il y a des transports adaptés, à part qu'ils sont, à faire appel à Transpol, le ticket est 2 fois plus cher qu'un ticket normal, pour des personnes qui ont souvent des revenus largement inférieurs et souvent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est en cours. Les structures
qui peuvent le procurer, parce que ça aussi c'est une question financière importante pour eux, c'est dans quelle mesure une salle peut se permettre d'offrir la gratuité ou une baisse de tarif selon les revenus qu'ils ont, qu'ils soient directs ou indirects. J'entends par là la billetterie, mais les sponsors, les mécènes qui peuvent suppléer au manque de revenus directs. Il y a, Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. il y a Maëlle qui levait la main, il me semble, à un moment. Bah, du coup, David a répondu avec brio sur toutes les facettes, donc j'ai plus rien à ajouter. Ok, ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Et du coup, peut-être réinsister sur ce que tu disais au début, David, sur le fait que le récit ne s'intéresse pas uniquement à l'accessibilité de la culture pour les publics, mais aussi pour Oui. les professionnels. Voilà, parce que enfin, notre constat, c'est qu'effectivement, très souvent, les questions de l'accessibilité, elles sont toujours prises en compte enfin, sous l'angle de l'accessibilité des publics, avec une logique presque occupationnelle. Or, dans les populations en situation de handicap, il y a des artistes, il y a des salariés, il y a des gens, voilà, qui peuvent travailler dans la culture. Donc, la réflexion, elle est également dans quelle mesure nos populations enfin, peuvent aussi prétendre à se représenter sur une scène ou dans une exposition au même titre qu'un autre artiste, et non pas dans des expositions exclusives qui relèvent plus de ce qu'on appelle l'inspiration porn, c'est-à-dire tout ce discours à regarder malgré son handicap, il a réussi à produire une œuvre, enfin c'est un peu de la masturbation mentale qui est très énervante. Pourquoi, dans nos cas, on va pas voir une œuvre d'art ou un spectacle au même titre qu'un autre? Également, quelles sont les adaptations et pourquoi, enfin, en tant que salarié, pourquoi il y a tant de difficultés à adapter les métiers, mais également la formation qui permet d'accéder à ces métiers. Je veux dire, si les entreprises peinent à recruter, à trouver les compétences dans tous les domaines, donc la culture est pas à part dans ce domaine, c'est également qu'il y a un problème au niveau de la formation initiale et de la formation continue pour les personnes en situation de handicap. Donc ça dépasse le débat simplement culturel, mais c'est des choses qui doivent être réfléchies. Ouais, et du coup, bah, c'est un sujet qui s'applique plus largement à tous les métiers, tous les secteurs. Et pour info, comme là, on est plutôt dans un cadre associatif, il y a l'APES qui porte un projet dont on est partenaire aussi sur l'emploi justement des personnes en situation de handicap dans le secteur de l'ESS. Voilà, donc avec aussi, je crois, un webinaire qui est prévu bientôt. Je n'ai pas la date en tête, mais on doit pouvoir la trouver facilement sur leur réseau et tout un projet qui démarre en tout cas sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est important en tout cas en tant qu'association qu'on se pose toujours cette question de ne pas uniquement percevoir les personnes en situation de handicap ou de précarité ou autres comme des bénéficiaires, mais aussi comme des collègues potentiels, des partenaires potentiels. Tout à fait, merci beaucoup. On a un peu dépassé l'heure, mais merci beaucoup à vous trois, Emma, David et Marjolaine. Comme on disait, ce webinaire, on va le repartager sur YouTube. On a également un site dédié à l'engagement bénévole dans les Hauts-de-France qu'on porte au niveau du mouvement associatif, sur lequel on va également poster le webinaire et surtout l'ensemble, enfin le PowerPoint et puis l'ensemble des ressources dont on a parlé. Donc voilà, pareil, Marjolaine, David et Emma, n'hésitez pas à m'envoyer des choses aussi voilà, sur les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Si on peut encore plus les diffuser, ça sera avec plaisir. Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre mobilisation aujourd'hui et puis aux participants et participantes. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci à toi. Et David, il me semble que tu repartageais l'information sur une conférence qui va avoir lieu ce soir, si jamais il y a encore des personnes disponibles
à Lille. Tout à fait. C'est à 19h30, ouverture des portes à 19h au 256 boulevard Victor Hugo. Donc, je ne sais pas combien il y aura de places disponibles, je ne me suis pas occupé de ça. Ça dure 2 heures environ, où on traite des troubles du spectre de l'autisme, mais du point de vue des autistes, principalement. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus et c'est gratuit. Merci beaucoup. Et ben, bonne journée à toutes et tous. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.